Mesdames, Messieurs, bon matin missisquoi, devrais-je dire, ce bon matin missisquoi qui vous est offert par le Québec Anglophone Heritage Network, par le bureau de liaison avec les Québécois d'expression anglaise du gouvernement du Québec et par le musée du comté de Missisquoi de Stanbridge East, où je suis actuellement. Je suis votre hôte, Guy Paquin. Avec mes invités, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions concernant les deux invasions des Fenians, les deux invasions de notre comté paisible par les Fenians dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les Fenians, qui étaient ces Irlandais américains? Pourquoi est-ce qu'ils avaient quitté l'Irlande? Pourquoi s'étaient-ils établis aux États-Unis? Et une fois aux États-Unis, comment se fait-il qu'ils avaient réussi à s'organiser si bien? Ils ont pu menacer à deux reprises, premièrement, le Canada uni en 1866 et deuxièmement, le très nouvellement créé Dominion du Canada en 1870, juste après la Confédération de 1867. Et de notre côté, comment il se fait que la première fois, du moins, notre état de préparation était si mauvais qu'ils ont pu, sans aucune difficulté, envahir plusieurs villages et se livrer à des déprédations et du pillage dans nos fermes et dans 4 de nos villages du comté de Missisquoi, c'est-à-dire Fredericksburg, Saint-Armand, Dunham et Stanbridge East. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux invasions qui a fait que notre état de préparation est devenu, au contraire, si bon que la seconde fois où ils ont tenté de nous envahir, invasion armée, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont à peine réussi à mettre un pied de notre côté de la frontière et ont été repoussés avec de lourdes pertes. Quelles étaient leurs intentions avec toutes ces invasions? Où est-ce qu'ils voulaient en venir? Quel était le projet? Quel était le plan? Vous voyez, ça fait beaucoup de questions pour un seul homme. Dieu merci, j'ai des invités avec moi, 2 experts qui vont m'aider à répondre à toutes ces questions et raconter cette histoire trop peu souvent racontée. J'accueille le premier de ces invités. Il s'agit d'un historien professionnel diplômé de nos universités. Il est aussi l'animateur d'Historiens sans frontières. Il s'agit de Laurent Busseau, l'auteur d'un livre sur ces invasions des Fenians. Laurent, bon matin missisquoi à vous. Oui, bon matin à vous aussi, Guy. Laurent, ma première question est d'une simplicité étonnante, mais un peu plus difficile à répondre. Les Fenians, qui étaient les Fenians? Eh bien, les Fenians, en fait, c'est majoritairement des Américains d'origine irlandaise, issus de la grande immigration qui s'est déroulée durant la famine de la patate en 1848-1851. Les Fenians, c'est une fraternité secrète créée le 17 mars 1858 à New York et à Dublin. Et le projet, c'est Vous me permettez, Laurent, une petite question. Fenian. Vous m'excuserez, mais mon gaélique n'est pas tout à fait au point. Ça vient d'où ce mot Fenian? Bien, le mot Fenian, ça vient d'abord de Fian, qui en gaélique ancien, en fait, du IIIe siècle après Jésus-Christ, veut dire chevalier errant. C'était des jeunes chevaliers sans terre, que l'on appelait ainsi, et qui s'étaient mis au service du roi d'Irlande pour protéger les frontières. Et le terme a été repris au XIXe siècle par un groupe pour la mythique irlandaise et combattre l'ennemi anglais. Je comprends. Et donc, on voit d'ailleurs leur drapeau, cette fraternité fénienne, c'est une organisation américaine. Alors, américaine
et européenne au sens irlandais, parce qu'elle va se créer sur les deux continents. Il faut savoir qu'elle est issue, évidemment, de la maladie de la patate, ce que les Gaéliques appelaient la Gan Mortan Mor, en fait la grande faim, qui va tuer presque 1 million de personnes sur 5 ans, et qui va pousser 2 autres millions d'Irlandais à s'expatrier volontairement, et surtout poussé un petit peu à l'extérieur, dans le détail, par des grands propriétaires terriens britanniques et irlandais protestants. C'est ce qui va d'ailleurs faire la rancœur qui va se retourner, qui va arriver en Amérique du Nord. Au Québec, on connaît Grosse-Île, c'est l'île de Quarantaine qui a reçu ses immigrants. Aux États-Unis, ils vont principalement habiter dans les grandes villes de la côte Est, donc Boston, New York principalement. Et ces Irlandais, alors au nombre de à peu près 2 millions, vont s'intégrer à la société américaine, ne parlent pas anglais. Il faut comprendre aussi que la grande majorité, 90%, parlent gaélique. Ils sont la sous-classe, ils sont même caricaturés comme des primates dans des dessins tant en Angleterre qu'aux États-Unis. Et la Fenians, c'est la continuité d'un mouvement insurrectionnel qui s'appelait Jeune Irlande, d'où d'ailleurs Thomas D'Arcy McGee est issu. On verra plus tard pour lui. On va Et reparler de voilà. Darcy McGee, oui. Et ce mouvement va se créer en 1858 dans le but de libérer l'Irlande du joug britannique. Et donc, il s'agit de patriotes qui résistent aux Britanniques. Est-ce qu'aux États-Unis, c'était un mouvement assez important? Est-ce qu'il y avait pas mal de membres? Est-ce que c'était... Ou si on parle de quelques douzaines de personnes? Non, alors, à la création du mouvement, ils vont toucher la grande majorité de l'immigration irlandaise aux États-Unis. Pour vous donner des chiffres à peu près sûrs, il y a eu 250 000 soldats irlandais durant la guerre civile américaine. Comptez qu'il y a à peu près 20% de ces hommes qui sont des Fenians. Oh, mais c'est beaucoup de monde. On voit d'ailleurs ici une image à l'écran, une image d'un de leurs congrès. Il y a du monde. Oui. Alors, il y a les sympathisants Euh, et puis les membres actifs. Je vois. Mais quand même, comme vous venez de le dire, il y a une proportion importante de ces militants qui ont appris à se servir des armes pendant la guerre civile. Et c'est très beau de pouvoir se servir d'une arme, mais est-ce qu'il y avait des leaders, je veux dire, est-ce qu'il y avait des leaders militaires ou s'il y avait... Alors, il y a d'abord les leaders politiques. Vous avez John O'Mahony et James Stephens, qui sont les créateurs de la Fenians Brotherhood, de la confrérie, Ah, eux-mêmes issus de Jeune Irlande, hein, comme D'Arcy McGee. Euh, John Mahoney, lui, va avoir un développement politique et militaire. Et puis, vous avez aussi des militaires de carrière, parce que la guerre civile américaine, qui va durer l'équivalent de 5 ans, va former des Irlandais. Certains vont devenir des hauts officiers, des généraux, des colonels, comme Thomas Sweeney. Vous avez également Thomas Andreas Sweeney qu'on Spears et voit à George, l'écran. voilà, que l'on verra. Donc, euh, à la base, c'est un mouvement politique. La fraternité était destinée à récupérer surtout des collectes de fonds pour acheter de l'armement et l'envoyer en Irlande, parce que le mouvement insurrectionnel existe aussi sur place. Donc, c'était un support, une base arrière pour l'Irlande. Je vois. En principe, ces gens-là militent contre l'Angleterre. Mais curieusement, ils vont prendre pour cible à plusieurs reprises une espèce d'amalgame de collection de colonies britanniques, Nouveau-Brunswick, ce qui est devenu le Canada, mais qui à l'époque n'est pas du tout le Canada. Il y a le Haut-Canada, c'est l'Ontario, il y a le Bas-Canada, c'est le Québec. Ça ne forme pas encore vraiment un pays du tout. Et cette espèce d'amalgame de collection disparate de colonies britanniques, c'est ce qu'ils vont choisir d'attaquer. Laurent, pourquoi attaquer le voisin du Nord alors qu'on est très fâché contre l'Angleterre? Alors, historiquement, la première tentative en 1860, parce que je reviens aux sources, ils vont envoyer un bateau des États-Unis vers l'Irlande. Mais le bateau va être intercepté par la marine britannique et les services secrets britanniques. 1861, c'est le début de la guerre civile qui va se terminer en avril 1865. Et c'est là où vous avez une évolution à l'intérieur de mouvements Fenians. C'est que vous avez
des gens qui sont des vétérans de guerre, des officiers, et les Irlandais aussi vont rentrer dans la société américaine, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus, entre guillemets, les primates caricaturés, ils deviennent à part entière citoyens américains. Et pourquoi choisir le voisin britannique? Ben, en fait, il y a l'envie d'en découdre avec les Anglais. On se rend compte aussi que d'envoyer par bateau vers l'Angleterre, enfin, en tout cas vers l'Irlande, c'est dangereux et c'est risqué. Et puis, il y a deux mouvements à l'intérieur même de la confrérie, de la fraternité Fenians. Le premier mouvement qui va devenir minoritaire, c'est celui de libérer l'Irlande depuis les États-Unis. Et c'est eux qui vont organiser la première attaque d'ailleurs contre le Nouveau-Brunswick, on verra plus tard. Le deuxième mouvement, lui, plus militarisé, ben, l'Empire britannique est à nos portes, c'est les voisins des États-Unis. On va capturer le Canada britannique et puis on va négocier la libération de l'Irlande et ça va être le meilleur moyen. Oh, je vois. Donc, on est à leurs yeux, ces Irlando-Américains, on est des Britanniques. Et voilà pourquoi on va nous attaquer, parce qu'on fait tout à fait l'affaire comme cible. Euh, Laurent, si j'étais un haut dirigeant américain, le président des États-Unis, Andrew Johnson, par exemple, ou encore son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères. On voit ces deux messieurs. Il s'agit le ministre, c'est William Seward, le secrétaire d'État. Si j'étais l'un ou l'autre de ces gentlemen, je verrais sans doute d'un très mauvais œil un groupe de plusieurs milliers de militants armés avec l'intention d'attaquer le voisin, d'attaquer. Il me semble que ça ne me plairait pas beaucoup. Quelle a été la réaction du gouvernement américain à ce projet-là? En fait, c'est un petit peu l'inverse. Alors, il faut reprendre le contexte de la guerre civile américaine. Les États-Unis du Nord sont donc en guerre contre plusieurs États du Sud qui font sécession. Il faut savoir que le rôle de l'Angleterre, c'est que l'Angleterre a un pied dans les États du Sud. À 90%, c'est eux qui récupèrent le coton. Or, c'est la grande industrie du Sud. Et l'Angleterre va jouer un petit peu, alors, ne va pas soutenir militairement le Sud, mais disons que diplomatiquement et politiquement, ils sont beaucoup, Et financièrement aussi, et sans doute. financièrement aussi, ils soutiennent plus le Sud que le Nord. Donc, à la fin de la guerre civile en 1865, puis après l'assassinat d'Abraham Lincoln également la même année, il y a un mouvement anti-britannique qui s'est développé notamment dans l'est des États-Unis, donc toute la partie nordiste. Il y a aussi un phénomène qui est peu connu, mais le Québec a participé à une attaque sudiste contre un État du Nord, le Vermont, qui est voisin. Ça, Et c'est vers la fin de la guerre de sécession, de la guerre civile. On est en 1864, si je ne m'abuse. oui, Et là, il y a cette chose inouïe. Les soldats sudistes sont au Québec. Qu'est-ce qu'ils font là? Je n'en sais rien, mais sont au Québec, Laurent, et attaquent le Vermont. oui, tout à fait. Alors, il y a déjà des incidents diplomatiques et même militaires entre le Nord et l'Angleterre, mais l'attaque de Saint Albans, donc du 18 octobre 1864, est véritablement la goutte qui fait déborder le vase de guerre. Il faut savoir que Montréal est une plaque tournante des services secrets sudistes, hein. Il y a eu quelques années, d'ailleurs, on a déboulonné beaucoup de plaques à cet effet, mais ils sont très, très présents à Montréal et ils ont des plans d'attaque dans l'arrière des États du Nord, donc vers le Vermont. Ce Et qui c'est ce qui va fait, j'imagine qu'après la guerre, pour ces messieurs Johnson et Seward, euh, Québec, Montréal, Canada, Canada uni, appelez ça comme vous voudrez, c'est des ennemis. Alors, c'est des ennemis et c'est aussi un objectif politique, parce que les États-Unis ont une volonté d'expansionnisme, ils l'ont toujours eu. Il y a eu des mouvements de tentatives d'annexion et même de pro-annexion du côté, on va dire, canadien, avant la guerre civile et après la guerre civile. Et puis, les Fenians vont rentrer dans un jeu beaucoup plus large, parce que les États-Unis ont un objectif économique important, c'est l'Ouest canadien qui est encore privé, c'est la baie d'Hudson. Et et c'est dans ce mouvement-là que les États-Unis vont soutenir, on va dire indirectement, les Fenians pour aller brouiller les cartes de l'Angleterre dans son empire nord-américain. Et puis aussi, c'est un retour de boomerang, parce que l'attaque de Saint-Albans, où il y a eu quelques morts, il y a eu 250 000 $
plus de 200 000 $ de volée. La ville devait être complètement brûlée avec une espèce de nitroglycérine faite par ces soldats sudistes qui sont partis de Montréal, qui se sont retournés dans notre région, Fredericksburg, Dunham, Saint-Armand, Stanbridge East, où ils ont été arrêtés. Et là où il y a eu un véritable incident, c'est qu'ils ont été jugés une première fois et le juge à Montréal a considéré qu'ils n'avaient fait aucune faute, aucun crime sur le territoire de Sa Majesté. Ce qui a Donc, dû ajouter, ce qui a ajouté l'insulte à l'injure. oui, tout à fait. Lincoln, d'ailleurs, à l'époque, sur un coup de colère, on le sait aujourd'hui, avait prévu d'envoyer 150 000 hommes au Québec ou au Bas-Canada pour régler l'affaire. Et évidemment, diplomatiquement, ça s'est réglé d'une autre manière. Mais quand on va arriver 1866, les États-Unis ont toujours en tête ce qui s'est passé à Saint-Albin de 164. Oui, le souvenir est toujours vif et très mauvais. Bon, je regarde cette médaille ou à l'écran, cette fraternité Irlande-America. America, c'est peut-être aussi l'Ontario et le Québec. On est en Amérique du Nord, nous aussi. Est-ce que ces Irlando-Américains qui vont nous envahir, est-ce qu'ils s'attendent d'avoir le soutien militaire, politique ou financier des Irlandais qui vivent en Ontario et au Québec, Laurent? Alors, des Fenians, sympathisants Fenians, il y en a, principalement en Ontario. Alors, il y en a aussi au Québec, mais c'est une minorité. Au Québec, ils ont une difficulté, c'est que l'Église catholique, qui est très présente au Québec, alors elle est également en Ontario, mais l'Ontario est plus protestant, donc la rivalité catholique-protestant est plus confrontée. Donc, beaucoup d'Irlandais catholiques vont adhérer aux Fenians, notamment à Toronto. Mais au Québec, il y a des sympathisants, mais ils sont court-circuités par l'Église catholique qui a un œil assez bien acéré sur eux et qui indirectement, et l'Église catholique ne veut pas voir ces Fenians intégrer les ouailles catholiques irlandaises Il, sur son territoire, dans ses paroisses. il est peut-être important qu'on se souvienne que juste après les plaines d'Abraham, au tout début du régime britannique, il y a eu une entente entre le régime britannique et l'Église catholique. On l'a dit à l'évêque de Québec, ça va. Vous pouvez continuer d'être l'évêque, on va respecter la religion catholique et la langue française, etc. Mais vous allez prêcher à tous ces francophones l'obéissance au roi d'Angleterre et l'obéissance aux lois anglaises, etc., etc. Et je pense qu'en 1866, c'est encore la même chanson. Je pense que le clergé, le haut clergé catholique, estime que pour protéger la langue et la religion, il faut encore prêcher à tout le monde, à tous les bons catholiques, l'obéissance au roi et au Parlement britannique. Ça, c'est un fait important, Oui, ça. il y a une réalité. Mais il y a aussi une réalité en fait plus concrète sur le terrain à cette période-là, c'est que les Irlandais qui sont arrivés de l'immigration de 1848-1851 vont être mieux intégrés dans la société canadienne, au sens large, que ne le sont du côté américain. Il faut aussi comprendre que ça va rejoindre un peu l'idée de Thomas D'Arcy McGee, c'est que les Canadiens, les Irlandais, pardon, qui arrivent au Canada, vont devenir à part entière des citoyens libres et qui vont pouvoir disposer d'eux-mêmes face à l'Empire britannique. Ce qui n'est pas la vision des Américains irlandais qui, eux, ont toujours cette rancœur parce que eux, pour certains, ils veulent aussi revenir et libérer cette Irlande. Il y a aussi un autre... Ouais. Je comprends, Laurent, qu'au fond, ils ont beaucoup moins de raisons de se révolter contre l'Angleterre que leurs voisins du Sud. Et puis pour clarifier aussi, pour l'Église, en 66, c'est que les Américains irlandais qui ont créé la Fenians Brotherhood ces Irlandais vont créer une armée qui est l'IRA, Irish Republican Army, et c'est une armée républicaine. Or, le mot républicain, dans le vocabulaire catholique de l'époque, ça ne correspond pas du tout à quelque chose d'agréable. Non, non, c'est pas souhaitable. On va parler dans une minute ou deux, on va parler des invasions elles-mêmes. On va faire le récit. Vous allez, Laurent, nous faire le récit de ces invasions. Mais avant de faire ça, moi, j'aimerais beaucoup vous demander,
la première fois que je suis tombé là-dessus, c'est les invasions des Irlandais dans le but de libérer l'Irlande en attaquant le Canada. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de fou? Ça n'a aucun sens. Maintenant, vous me parlez de milliers de soldats entraînés, armés, avec des budgets tout de même considérables. Est-ce que ça vous semble... J'ai envie de vous demander, quelle est votre perception de ces Irlando-Américains-là? Est-ce que vous estimez que c'est une bande de fous ou si tout ça a un sens? Non, en fait, sur le papier, c'était très concret. Il faut savoir que, donc, au lendemain de la guerre civile, on estime à 25 000 hommes les troupes irlandaises, si on peut appeler ça comme ça, qui sont comptabilisées. 25 000 hommes. Dans la même période, au Canada, il y a 5 000 soldats entraînés britanniques et à peu près 13 000 miliciens qui ne le sont pas. Donc, il y a une disproportion. Les Irlandais qui sortent de la guerre civile sont des vétérans de guerre, ils sont démobilisés, hein. On est au lendemain d'une grande guerre qui a été l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Imaginez tous les soldats, admettons, britanniques qui sortent. Il y avait à peu près 1 million d'hommes de troupes au nord. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, on comptabilisait 25 000 actifs pour l'IRA. Alors, la réalité aussi va un petit peu être différente sur la frontière, mais c'est quand même, sur le papier, c'est ce qui fait que le gouvernement américain, en négociant sous table avec les Fenians, va un petit peu fermer les yeux sur ces invasions. Mais Alors, le côté concret, puis je vais juste finir, oui, avec votre question. Oui, c'était concret, parce que leur invasion était un plan d'attaque très, très bien établi. d'accord. Eh ben, parlons-en justement. On sait qu'au moment, en 1866, vous avez fait allusion à ça, quand ils attaquent pour la première fois, ça va pas très bien entre le Canada et les États-Unis. Il y a les deux pays regardent du côté ouest et les deux pays convoitent l'ouest. Les Américains bougent d'ailleurs de ce côté-là. Oui, tout à fait. Ben, il ne faut pas oublier que depuis les 1850, donc avant la guerre civile, les États-Unis et l'Angleterre ont une visée économique vers le Pacifique. Or, pour acheminer les biens et le matériel, on sait que passer par l'Amérique du Sud, le Cap Horn, ça ne sert à rien. Alors, il faut traverser. Et c'est là où les États-Unis avaient déjà anticipé que le meilleur endroit pour faire un chemin de fer, c'était le Les, territoire du Nord, la baie les d'Hudson. plaines de la C'est baie là, d'Hudson et les plaines de l'Ouest. ouais, tout à fait. Et c'est là où l'Angleterre, dès 1859, vous avez un secrétaire d'État à Londres qui dit il ne faut surtout pas se faire dépasser par nos voisins américains et notre objectif de rejoindre l'Europe via l'Asie passe par les terres du Nord-Ouest. Et Et donc, il y aura aussi le fait que les Américains mettent la patte avec une négociation avec les Russes, ils mettent la patte sur l'Alaska. oui, tout à fait. Depuis 1857, il négocie avec l'Empire russe, qui est propriétaire du continent alaskien, qui ont déjà établi des ports d'ailleurs qui sont là depuis à peu près plusieurs années. Et cet objectif économique et politique va aboutir en mars 1867 à l'achat de l'Alaska. Et juste pour rappel, on fête le 1er juillet 1867 pour la Confédération, mais la signature de la sanction royale, c'est le 30 mars 1867. Donc tout le monde a signé pour avoir accès au territoire du Nord dans la même période. Et c'est là où les Fenians jouent un rôle de deuxième zone, mais pour les États-Unis, entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est que les Fenians, c'est l'épine dans le pied de l'Empire britannique. Il va y avoir, curieusement, ça va chauffer du côté de l'Ouest, mais la première attaque de 1866, la première attaque des Fenians, ça se déroule on attaque une petite île qui fait partie de la colonie anglaise de New Brunswick. Parlez-nous de cette première attaque-là. Alors cette attaque qui est en avril 1866, c'est contre la petite île de Campobello. Alors, c'est une petite île stratégique pour les passages maritimes, et puis c'est surtout un conflit larvé entre les États-Unis et le Canada britannique avant même la guerre civile, c'est-à-dire que chacun dit que ce territoire lui appartient. Alors, dans le moment, c'est le drapeau britannique qui flotte sur le phare qui est sur cette île. C'est là où les Fenians vont faire un débarquement militaire. Et d'ailleurs, en fait, leur victoire, si on peut dire, c'est qu'ils vont voler le drapeau
de ce phare, de ce poste de douane, et le ramener aux États-Unis. Là, l'objectif était de créer un conflit entre les États-Unis, un conflit territorial entre les États-Unis et le Canada britannique pour que les États-Unis rentrent en guerre contre l'Angleterre. Ça, c'était l'objectif Fenians. Alors, évidemment, ça ne va pas se dérouler comme ça. Voilà. Et le groupe qui avait organisé cette attaque, c'était celui qui avait toujours l'objectif d'aller en Irlande. Or, dans la confrérie Fenians, le deuxième mouvement qui devient le plus important politiquement, c'est celui Majoritaire. voilà, majoritaire, c'est celui qui a l'objectif, lui, de capturer le Canada pour libérer l'Irlande. Oui, il ne s'agit plus de voler un drapeau sur l'île de Campobello. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qui va se passer de ce côté-là. Mais jusqu'à un certain point, c'est réussi pour eux. Ils sont allés sur Campobello, ils ont pu attaquer le poste frontière ou le phare ou je ne sais quoi, s'emparer du drapeau et revenir à peu près sains et saufs. Certains d'entre eux un peu plus humides qu'à l'aller. Le retour s'est fait à la nage. Il y a un 100 ou 200 mètres à faire entre l'État du Maine et Campobello. Bon, ça peut sembler un peu rigolo et plutôt symbolique, mais au mois de juin, Laurent, là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Oui, tout à fait. C'est là aussi où la négociation sous la table avec le gouvernement des États-Unis va prendre tout son sens, car Stewart et Johnson vont dire on ferme les yeux pendant 72 heures sur votre attaque et on va suivre un petit peu ce qui se passe. Êtes-vous en train de me dire que le gouvernement américain, et pas n'importe qui, le président et le secrétaire d'État ont dit au leader Fenian, on vous laisse 3 jours, on vous laisse tranquille 3 jours, on n'interviendra pas? Oui, en fait, il y a un traité de neutralité qui existe dès 1818 entre le Canada britannique et les États-Unis suite aux guerres anglo-américaines, qui va être renouvelé en 1848. Et ce traité dit qu'aucune des deux nations ne doit franchir la frontière sans en avertir l'autre. Or là, c'est là où Johnson et Stewart vont jouer double jeu. Ils vont promettre aux Fenians de ne pas bouger pendant 72 heures. On va faire ni vu ni connu. Et puis, on va voir le résultat. Si leurs attaques fonctionnent, les États-Unis pourraient, alors je dis bien pourraient, attention, pourraient rentrer en jeu pour soutenir ce mouvement. Mais si ça échoue, c'est comme mission impossible, débrouillez-vous tout seul. J'allais utiliser un autre mot que débrouiller. Oui, Tout ça, c'est cette attaque sur l'Ontario que vous allez nous raconter dans une seconde ou deux, dans une minute ou deux. C'est le projet d'un général, O'Neill, qui a un plan assez grandiose. Ça s'inscrit à l'intérieur d'un plan encore plus vaste. alors en fait, O'Neill, qui est général chez les Fenians, c'était un capitaine de cavalerie et lui, pour le moment, il n'est pas encore un leader. Il est un officier actif chez les Fenians. Il a la responsabilité de l'attaque du centre, c'est-à-dire que on peut, sur le plan, sur le papier, il y avait 3 attaques simultanées qui devaient se faire début juin, dont celle qui va arriver à Ridgeway en Ontario. Là, Euh, vous voyez sur l'écran, Laurent, si on regarde exactement dans le milieu de l'écran, vous allez voir la ville de Buffalo avec une flèche qui part vers l'ouest, vers la gauche. Ça, c'est justement sur la péninsule de Niagara. oui. Et l'objectif militaire était concret. Je veux dire que il y a l'aile ouest. Et pourquoi en fait ils vont partir? Pourquoi une aile partait de Chicago et traversait en bateau tout le Michigan et le lac Huron? C'était que une des principales forces Fenians, parce il y avait des clubs partout dans toutes les villes. Chicago était un gros regroupement. Donc là, c'était en fait les renforts qui devaient arriver pour soutenir l'aile centrale, celle qui va attaquer Buffalo Ridgeway, et puis une autre aile qui concentrait beaucoup de Fenians sur l'est, pardon, c'était celle qui était dirigée vers le Québec. On va en reparler Voilà. bientôt. Mais le grand projet, donc, en passant, pourquoi attaquer le Québec? Oh ben, le Québec, c'est que l'objectif était Saint-Jean-Montréal, c'est un objectif militaire, mais économique. C'est-à-dire que sur le plan, il traversait la frontière le long du lac Champlain. C'est quelque chose qui avait déjà été connu en 1812-1814.
même durant la Révolution américaine. Et l'objectif très clair, c'est que par Saint-Jean, on contrôle le canal économique, parce qu'à cette époque, Saint-Jean, le canal de la Chine, c'est l'économie nord-sud. Montréal est un port important, mais c'est un port fluvial avant d'être un port maritime. Oui, Or, oui. contrôler Et Saint-Jean, prendre la forteresse militaire de Saint-Jean, c'est contrôler économiquement aussi les sorties et les entrées économiques sur Montréal. absolument, à cette époque, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'est peut-être le deuxième ou le troisième port fluvial le plus important du Canada, de tout le Canada, Oui, oui, hein. tout à Alors, fait. je comprends que il y a un objectif qui est militaire, qui est économique et évident. Bon, Bah, c'est carrément étranglé. Alors, ça, c'est sur le papier, hein, on s'entend, mais si on regarde bien aussi la direction de l'Ontario avec Toronto ou même Prescott, parce qu'aujourd'hui, les Grands Lacs n'ont plus l'importance économique qu'ils avaient à l'époque, mais c'était étrangler l'économie, on va dire, du Canada uni, donc Canada-Est, Canada-Ouest, pour le prendre en contrôle et négocier la libération de l'Irlande. Ça, c'était l'objectif sur le papier. alors, on vient de parler de l'objectif sur papier. Maintenant, Laurent, euh, qu'est-ce qui se passe en Ontario en 1866? En Ontario, vous avez à peu près alors, autour de 1000 hommes feignants. Alors, déjà, dans un premier temps, les 25 000 hommes qui sont une réalité ne vont pas arriver comme prévu. C'est-à-dire que là, il y a des retards, une mauvaise gestion de l'approvisionnement en tout point. Il y a 1000 hommes qui vont traverser donc le détroit. Ils vont arriver de l'autre côté, du côté canadien. C'est le colonel O'Neill, donc futur général Fenians, qui dirige l'opération. Ce sont majoritairement tous des vétérans de la guerre de sécession. Ce sont des nordistes. Et ils vont confronter, alors là pour le coup, des miliciens canadiens de l'Ontario qui, eux, ne sont absolument pas préparés militairement. Il y a quelques sous-officiers et officiers britanniques qui, eux, sont des militaires de carrière. Mais dans la confrontation, les Fenians vont avoir le dessus. Et puis, il va y avoir un phénomène qui est comme dans toutes les guerres, une erreur tactique de la part des officiers canadiens. C'est qu'ils vont voir plusieurs cavaliers irlandais, Fenians, alors à peu près une dizaine, et ils vont penser qu'ils ont une cavalerie. Parce que c'était un peu l'idée des Fenians d'avoir une cavalerie, ce qu'ils n'ont pas. Ils ont une dizaine d'hommes, et ces cavaliers vont faire que les Canadiens vont se former en carré. Et évidemment, un carré rouge en pleine campagne, les Irlandais vont C'est tirer. la, Oui, c'est la cible parfaite, là. oui, Autrement dit, ces miliciens canadiens qui sont très peu expérimentés font face à ces Irlandais américains très expérimentés. O'Neill n'est pas un général d'opérette, c'est un véritable officier, il sait en principe ce qu'il fait. Et ces gens-là s'attendent à se faire attaquer par la cavalerie et prennent les dispositions oui, tout à fait. nécessaires, mais c'est une erreur et ils deviennent parfaits. Tout C'est à le fait. tir au pigeon, là. Voilà. Alors après, parce que je ne rentrerai pas dans tous les détails, ça va durer quand même sur une journée et demie. Il va y avoir, c'est un combat violent parce qu'on sous-estime, il y a des corps à corps à la baïonnette qui vont se faire entre miliciens canadiens et irlandais. Il va y avoir plusieurs morts. Il y en a à peu près une quinzaine, à peu près du côté canadien. Il va y avoir quelques morts aussi du côté feignant. Et les Fenians Oh, ne vont pas. c'est pas une escarmouche, là. On parle d'une vraie bataille. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, les Irlandais ne vont pas tenir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le soutien, ils n'ont pas le nombre d'hommes nécessaires. O'Neill se rend bien compte qu'il ne peut pas tenir le terrain. Alors, et puis aussi, symboliquement, il a une victoire. Alors, finalement, le boulot, quelque part, est fait. Il décide de retraverser la frontière vers les États-Unis. Et puis, il y a un autre événement, c'est que même si le président Johnson et Stewart avaient comme sous la table dit oui, on vous laisse 72 heures, il y a le général Meade, qui est un ancien de Gettysburg du côté américain, un fédéral, un général George fédéral. Meade, George Meade qui doit avoir un certain poids parce que la victoire de Gettysburg, c'est lui. Tout à fait. Et puis, il y a aussi les officiers qui sont sur une canonnière qui s'appelle le Michigan, qui, eux, vont appliquer l'acte de neutralité de la loi de 1848. Ils vont signifier aux Irlandais, repasser la frontière maintenant. Là où, évidemment, les États-Unis ferment les yeux, c'est qu'on va plus ou moins les arrêter, les désarmer, mais on ne va pas arrêter ces Irlandais qui
ont été attaquer le Canada. Alors, ça, c'est la première attaque qui est entre le 2 juin et le 3 juin, qui se termine, on va dire, autour du 4 juin. Là, les D'accord. 72 heures sont, à partir du 2 juin, les 72 heures sont dépassées le 5. Or, et là, vous allez me ramener sur la frontière Est, celle du Québec, c'est là où il y a une autre problématique. Oui, on a ce très beau projet. D'abord, les deux attaques, l'attaque contre l'Ontario et l'attaque contre le Québec, devaient être coordonnées. Oui. Or, ça n'a pas été le cas. Non, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. C'est ce qui va retarder l'attaque du Québec qui va commencer le 6 au 7. Donc, il y a un décalage entre les deux invasions, il y a un manque d'hommes, un manque de matériel, c'est pas coordonné. C'est là où c'est l'erreur. Sur le papier, c'était bien C'était fait, très mais beau, c'était sur le terrain, grandiose. voilà. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Et il Et y a encore un autre fait qui vient compliquer tout ça, c'est que, vous l'avez dit, le président Johnson et son secrétaire d'État jusque-là toléraient, mais là, ils vont devoir réagir officiellement. oui. Ben, là, la loi de l'acte de neutralité rentre en vigueur, et là, elle rentre en vigueur depuis Washington, ce qui fait aussi que le général, alors du côté sur la frontière québécoise, du Québec, le général Samuel Spears, qui est l'officier qui va diriger l'attaque Fenians contre le Québec, c'est un ancien de West Point, c'est un officier de cavalerie qui a fait toute la guerre civile américaine, West et Point lui, étant, West Point étant l'école d'officiers la plus prestigieuse des États-Unis. C'est pas un général d'opérette, ce type-là. non, non, tout à fait, il connaît son travail. Et lui, son objectif, c'est de former un gros corps de cavalerie, une grosse cavalerie, pour aller directement sur Saint-Jean et ensuite remonter sur Montréal. Donc, son objectif était d'avoir le maximum de cavaliers avec des chevaux. Et les chevaux, malheureusement, c'est ça qui ne va pas suivre tant du côté du Vermont que du côté du Québec. Et au Vermont, à partir du 5 et 6 juin, il est considéré comme hors la loi, il est pourchassé par les hommes de paix et les juges du Vermont selon la loi fédérale américaine. Parce que à Washington, on a fait savoir que non, 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 il fallait pas faire ça. Les 3 jours sont écoulés, on n'en parle pas des 3 jours, mais les 3 jours de grâce sont écoulés, là, c'est illégal. Tout à fait. Donc, il doit franchir la frontière avec un corps de 200 à 300 hommes d'abord. Au total, on estime à peu près autour de 1000 à 1200 le corps militaire qui a franchi la frontière. Mais lui, il doit passer très vite, discrètement, cacher la frontière. Une fois qu'il est sur la frontière, il établit un camp de base. Et son objectif premier, c'est les chevaux. Donc, ils vont faire le tour des fermes de. Là, il traverse, il faut dire, Laurent, c'est important de dire que la région où il traverse, c'est chez nous. C'est le Oui, comté de Missisquoi. voilà. C'est là où il attaque et c'est là où il va faire son campement principal, son quartier général. Tout à fait. Il va l'établir juste sur la frontière, mais du côté du Québec, donc Missisquoi, Fredericksburg, Saint-Armand, et tous les villages alentours, donc Denham inclus, vont être sous la présence irlandaise, et ça pendant, on va dire, 2 jours et demi, 3 jours. Ce qui est étonnant, et ça c'est l'effet des archives, parce que on en parlera plus tard, mais il y a eu un procès, et durant le procès, les témoins de l'époque, les fermiers de l'époque ont raconté le pillage, parce qu'il y a eu quand même des pillages, et puis le rapport à la confrontation avec ces officiers Fenians, irlandais, et dans un premier temps, on leur donnait les officiers irlandais donnaient des bons d'argent sur papier, comme des chèques de crédit, pour acheter des chevaux. Et l'autre phénomène, c'est qu'il disait à ces fermiers canadiens du côté de Missisquoi, vous êtes dans la République d'Irlande du Canada. Donc, 48 heures, Saint-Armand, Denham, Fredericksburg ont été la République d'Irlande du Canada. Nous en sommes honorés. Ça n'a pas duré très longtemps. Vous êtes un agriculteur de la région, Laurent, et arrive un type qui dit, bon, j'ai besoin de 2 ou 3 chevaux, vous en avez de bien beaux, voici un bout de papier, donnez-moi vos chevaux. Vous ne devez pas être très heureux. Non, et puis surtout qu'ils n'avaient pas les chevaux, parce que à part peut-être un cheval pour sa propre utilisation, l'autre erreur irlandaise, c'est que durant la guerre civile américaine, les États du Nord ont acheté beaucoup de chevaux au Canada et donc au Québec, notamment la fameuse race canadienne, et ils ont décimé sur les champs de bataille ces chevaux. Donc,
les écuries, les propriétaires du côté Québec, au lendemain de la guerre civile américaine, ils ont perdu 80% de leur cheptel. Il n'y a plus de chevaux. Or, les Irlandais pensaient trouver des chevaux en se basant sur ce qu'ils avaient connu comme information durant la guerre civile. Et en l'absence de ces chevaux, pillage, vol, déprédation en tout genre. Oui. Alors, il faut rappeler un truc, c'est que les vétérans, les soldats irlandais qui ont fait la guerre civile, officiers et certains soldats inclus, vont se comporter correctement. C'est une minorité d'Irlandais qui, eux, et là on les retrouve dans le Gang of New York hein, de Scorsese, il y a des maraudeurs, des voleurs, parce qu'on a engagé beaucoup d'Irlandais, mais la criminalité irlandaise dans les grandes villes américaines au lendemain de la guerre civile est très importante. Et eux, ils vont aussi suivre ce mouvement, ils vont faire partie des Fenians. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que ces Irlandais, très très jeunes, parce qu'en 48-51, ils étaient jeunes, hein, ils ne sont pas nés aux États-Unis, ils ont connu la maladie de la patate, ils ont connu les expropriations forcées de leurs parents par les propriétaires britanniques et protestants. Alors, en arrivant au Canada britannique, on va se servir. On ne fait que récupérer ce qu'on nous a volé. Ça, c'est aussi dans la mentalité de ces feignants irlandais. Ce qui fait qu'il y a peut-être sur le lot quelques casseurs, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont là un peu pour rééquilibrer les choses, dire vous avez pillé ma famille en Irlande, c'est à mon tour de me servir et je me sens en droit de le faire jusqu'à un certain point. Voilà, c'est ça. Bon, ça va pendant 3 jours. Et puis arrive ce que redoute sans doute le général Spear, qui apporte sa cavalerie, arrive la cavalerie qui arrive de Montréal. Oui, les Royal Guard, qui sont des troupes canadiennes de Montréal. Alors, aussi, il y a une chose, pourquoi les Fénians ont pu rentrer si facilement au Québec par rapport à l'Ontario? Eh bien, c'est que juste avant leur arrivée, donc au lendemain de l'Ontario, les généraux et les autorités militaires britanniques à Montréal et à Ottawa, enfin pas encore à Ottawa, mais en fait à Kingston, pardon, eh bien, il faut protéger la forteresse de Saint-Jean. Or, il y a quand même un système de miliciens, donc ce sont des gens volontaires, des fermiers, des agriculteurs, des ouvriers agricoles, qui sont intégrés dans une milice canadienne, qui sont formés une journée par semaine ou même peut-être des fois juste une journée par mois. Et à ces gens-là, qui sont des habitants sur la frontière, on leur dit, prenez vos uniformes, prenez votre armement militaire et allez à Saint-Jean, vous devez aller à Saint-Jean, c'est un ordre. Or, Ce qui fait que là, la frontière est dégarnie. oui, tout à fait. Et ces gens-là, à contre-cœur, laissent leur famille, leur ferme, leur terre derrière eux. Et là, les Irlandais vont rentrer. Alors, évidemment, il va y avoir pillage, maraudage. Et puis, il y a aussi la Vox Populi qui va enfler un petit peu ce phénomène, parce que ça aussi, c'est une réalité. On craignait, il y a des témoignages qui craignaient des viols, qui craignaient des massacres. Alors, en fait, pas du tout. Et évidemment, cette chose qui arrive, alors quand il y a un retour, quand les Britanniques se rendent compte que les Fénians ne sont pas si importants et que finalement c'est une troupe de 1000 hommes maximum, on envoie tout de suite la cavalerie et les troupes de renfort de Saint-Jean et de Montréal vers la frontière. Et là, les Irlandais, donc Spears se rend compte qu'il ne peut pas tenir, donc il repasse la frontière de l'autre côté. Là, il va y avoir 16 soldats Fenians qui vont être capturés sur la frontière. Ils vont être jugés 6 mois plus tard à Swedesburg, à Cowansville. C'est comme ça qu'on a des informations sur cette invasion en détail. Mais pour Spears, quand il repasse la frontière, il est arrêté. Mais il est arrêté alors avec les honneurs, dans le sens qu'il n'est pas mis en prison tout de suite. Il va faire comme la plupart des dirigeants Fenians. Après coup, par contre, l'armée, juste petite anecdote, va le dégrader au rang de simple soldat. Car en violant la loi américaine de neutralité, il est à l'encontre, évidemment, du gouvernement fédéral. Et beaucoup d'officiers fenians, sachant ce qu'ils faisaient, vont être dégradés par l'armée américaine. Bon, le temps nous presse, hélas. Euh, Vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas eu vraiment de victimes de toute cette terrible histoire. Il y en a une.
victime tout de même. Et c'est assez malheureux ce qui est arrivé à cette pauvre femme-là. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit? Mais en fait, c'est Madame Margaret Vincent, qui était une institutrice âgée de 71 ans, parce qu'au lendemain, alors les Fenians vont repartir du côté de la frontière vers le 9. Le 10 juin jusqu'au 15 juin, la milice et l'armée britannique vont évidemment rester sur la frontière. Et dans la nuit du 10 juin, des soldats faisant la garde sur le chemin où se trouvait l'ancien camp Fenians vont voir une ombre, vont faire une sommation. La personne ne répond pas et ils vont tirer. Et ils vont se rendre compte, malheureusement, qu'ils ont tiré sur l'habitante, une des habitantes qui habite, parce qu'il y a des maisons sur cette frontière, et ils ont abattu accidentellement cette madame qui, sourde apparemment, n'a pas entendu la sommation. Elle allait chercher de l'eau pas très loin d'ici. Et c'est eux qui vont créer cette plaque et qui vont payer, c'est le régiment qui va payer les funérailles de cette dame. Il ne s'agit pas évidemment de la pierre tombale de Mme Margaret Vincent, mais d'une stèle commémorative offerte par les cavaliers en question. C'est bien dommage. Bon, on est en 1866, les voilà partis. On a fait un procès aux prisonniers, ça va. Et on peut se dire, en 67, bon, on fait le Canada, la Confédération, l'accord confédéral, et on peut se dire, c'est terminé pour les Fenians, bon débarras, ils sont partis, on ne les reverra plus, et on peut les oublier. Mais Laurent, avant que vous partiez, vous allez nous expliquer pourquoi on pouvait pas, après 1867, on pouvait pas oublier les Fenians, ils se sont rendus inoubliables en quelque sorte. Il va y avoir un événement quasiment unique dans l'histoire du Canada, un assassinat politique. En fait, les Fenians sont toujours présents dans l'environnement moral canadien, mais c'est vrai que le 7 avril 1868, ils vont, un sympathisant Fenians à Ottawa va assassiner Thomas D'Arcy McGee, Qu'on qui est voit à l'écran actuellement. un des pères fondateurs de la Confédération canadienne, irlandais lui-même et ancien insurgé de Jeune-Irlande de 1848, mais opposant farouche, ennemi juré politique des Fenians au Canada. Parce que lui avait compris que pour les populations irlandaises au Canada, ce n'était pas la confrontation militaire qu'il fallait faire, c'était l'intégration pour pouvoir être des citoyens libres au sein de l'Empire britannique. Or, évidemment, il était considéré comme un traître par les Fenians, et c'est là où il va être assassiné. Et cet assassinat va relancer la peur, ce qu'on appelle la Fenian Scare, la peur des Fenians, qui va se dérouler jusqu'en 1871 et qu'on va retrouver, je crois, en 1869. Alors, Laurent, rappelez à ma mémoire déficiente l'année où ce pauvre D'Arcy McGee est assassiné. En 68, 1868, le 7 avril exactement à Ottawa. Laurent, je ne sais comment vous remercier. Vous êtes un puits de science et de savoir. Vous nous avez permis de comprendre pas mal de choses et moi, vous m'avez permis de comprendre une autre chose. D'Arcy McGee est assassiné, mesdames, messieurs, en 1868. Il y a, il y a 6 télégrammes dont il faut que je vous parle maintenant. Je les appelle mes télégrammes parce que c'est moi qui les ai découverts dans une boîte de carton chez un de mes voisins de Saint-Armand qui avait ça, des souvenirs de famille. Et vous voyez un de ces télégrammes à l'écran. C'est les vrais télégrammes que j'ai trouvés tels que rédigés à la main par le télégraphiste de Saint-Armand. Ces télégrammes, le premier est daté, c'est d'ailleurs celui-là qu'on voit à l'écran, il est daté du 9 octobre 1869. D'Arcy McGee est assassiné en 1868, qui relance la peur des Fenians. En octobre 1869, voilà le télégramme qui est reçu par le télégraphiste de Saint-Armand à 9h50, pardon, à 21h50 le soir, 10h moins 10 le soir. C'est envoyé, ça, ce télégramme, par John Fletcher, qui était un officier. John Fletcher, je vais vous retrouver ce monsieur Fletcher. C'est un colonel justement de Saint-Jean. Et il écrit à Horatio Sigsbee, qui est le capitaine de la milice de Saint-Armand. Je vous lis ça. See that your company is prepared to receive orders.
assurez-vous que votre compagnie, vos hommes, sont prêts à recevoir les ordres. If wanted for service, si on a besoin d'eux pour servir, pour faire le coup de feu, quoi. Ça veut dire, réveillez-moi tout ce monde-là. Et très rapidement, un autre télégramme arrive. Serve out arms and ammunition to your company at once. Distribuez immédiatement armes et munitions à votre compagnie dès maintenant, sans attendre. Put guard on armory. Vous allez mettre un piquet de garde devant votre dépôt d'armes parce que les méchants, c'est les Fenians qu'on attend. Et on les attend de façon incessante, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Mettez un piquet de garde devant votre dépôt d'armes au cas où les Fenians voudraient s'en emparer. Et c'est toujours adressé au même capitaine Horatio Sigsbee, qui est le responsable de la milice de Saint-Armand, et on lui dit, vous allez avertir le capitaine Jameson tout de suite. Parce que le capitaine Jameson, lui, il est à Venise, en Québec, il n'y a pas de télégraphe à Venise, en Québec. Donc, il faut partir à cheval, en chaloupe, je ne sais pas quoi, pour traverser la baie de Missisquoi et aller avertir Jameson, qui réveille lui aussi ses hommes. Et on va dire à Jameson d'avertir le capitaine de Clarenceville et de Noyant. Bref, c'est toute la frontière avec le Vermont et l'État de New York qui s'allume. On est sur un pied de guerre, on attend les Fenians, on est presque certain qu'ils vont être là. Il y a 4 autres télégrammes qui vont suivre, dont un qui est très simple, hein, c'est une réponse au télégramme de Sigsbee, qui reçoit ces télégrammes, qui n'a encore pas ses yeux, et qui reçoit un autre télégramme. Oui, oui, je ne peux que vous répéter les ordres, armez vos bons hommes et tenez-vous prêts. Alors, il le fait. Et puis 2 jours après, dernier télégramme du grand colonel responsable de toute la milice du comté de Missisquoi, le colonel Chamberlain, qui dit à ce bon Horatio Sigsbee, ça va, on se calme, vous pouvez dire à vos bons hommes de rentrer chez eux, remettez les armes dans le dépôt d'armes, il n'y aura pas de Fenians maintenant, mais ça nous prouve que la peur, la terreur des Fenians est extrêmement vive tout le long de la frontière, mais que cette fois-ci, on semble un peu plus prêt à les recevoir. Cette fois-ci, la milice, elle n'est pas repliée sur Fort-Saint-Jean comme la première fois en 1866. La milice, elle est là, sur la frontière. On lui adresse des télégrammes sur la frontière à Saint-Jean, à Fredericksburg, à Venise en Québec, à Clarenceville, Noyant, etc. Ça prouve donc que cette milice existe, qu'elle est active et qu'on a jusqu'à un certain point confiance en elle pour tenir le coup et essayer de contenir une éventuelle invasion des Fenians. Ces télégrammes prouvent une autre chose. On semble informé au gouvernement du Canada ou à l'armée canadienne. L'armée canadienne existe depuis 2 ans à peine à ce moment-là. La Confédération n'a que 2 ans. Le Canada, le Dominion du Canada n'a que 2 ans. Donc, on est semble-t-il, informé des intentions des Fenians. Je vais en parler avec mon prochain invité. Mon prochain invité, qui est un expert des questions militaires et qui est aussi un collectionneur d'armes anciennes. Et c'est heureux que nous l'ayons avec nous ce matin parce qu'on va justement parler des armes qui vont servir pendant la bataille d'Eccles Hill de 1870. Je reçois avec plaisir Ross Jones. Bon matin, Missisquoi, Ross. Bon matin, Missisquoi. Dites-moi, Ross, en 1870, il y a l'armée canadienne, on l'a vu, le colonel Fletcher, etc. Il y a aussi la milice. Pouvez-vous nous décrire ce que c'est que la milice? La milice, au Canada, il n'y a vraiment pas une grande armée parce qu'avant, c'était l'armée britannique qui était ici. On n'a pas beaucoup des hommes pour une armée, mais dans toutes les régions vers la frontière, il y avait une milice, des hommes de la région, dans chaque ville, chaque
Oui, dites-moi, Ross, c'est ça, on les trouve à Dunham, à Fredericksburg, il y a une milice aussi à Saint-Armand, etc., etc. Est-ce que c'est des volontaires, ces gens-là? Ils sont volontaires, mais il y avait un droit de faire prendre une place dans ça. Le gouvernement avait le droit de dire, toi, tu vas porter les armes. Oui, oui. Une sorte de conscription locale. Oui, mais il faut être en bonne condition, jeune, puis fort, puis... capable de tirer. Oui. Oui. Bon, capable de tirer. Vous savez, c'est des agriculteurs pour la plupart. Il y a quelques médecins, des notaires et bon, quelques notables. Il y a des marchands aussi. La plupart sont agriculteurs. Et ils attendent des Fenians, les gens de cette milice. Est-ce qu'ils ont des armes, les miliciens? Je parle bien des miliciens. Est-ce qu'ils ont des armes un peu conséquentes? Oui. En 1866, la milice, il y avait des mousquets comme bon, ça. Là, ce que vous avez, Ross, c'est pas une réplique, c'est la vraie chose. Ça, c'est une vraie chose. Ça, c'est une vraie carabine qui était trouvée dans la famille de Eccles. Ça vient d'une Fenian, puis il restait dans la famille d'Eccles jusqu'à l'année passée. Moi, j'ai acheté ça. Puis, anyway, ça, c'est le fusil de Fenian, mais c'est exactement la même chose, même sorte d'arme que la milice dans 1866. Il faut que tu charges par le bout de canon avec, oui. Avec une balle, puis la poudre, puis... et là, on foulait tout ça, oui. Et là, on enlevait la tige, et là, on était prêt à tirer. Écoutez, avec un fusil comme ça, montrez donc comment ça marche. Well, c'est comme ça, tu mets la poudre, et la balle, et bon. Et on pouvait mettre un cap de précaution sur le cône, puis après ça, tu es prêt à tirer. Parce que ce qu'on veut faire, c'est, quand on tire, il y a une étincelle qui se fait près du chien, et là, l'étincelle met le feu aux poudres, et puis le coup part. Oui. Puis, on pouvait tirer combien de fois par minute avec une arme comme celle-là? Si c'est une bonne avec beaucoup de pratique, peut-être 3 ou 4 fois par minute. C'est très peu, ça. Oui, c'est pas vite. Et c'est avec ça qu'on attend les Fenians, mais on a quand même une chance. Les Fenians sont équipés de la même façon. Oui, il y avait ça. Mais en 1867, il y avait un changement des armes. Ils commencent à prendre des cartouches. Puis, ça c'est les Fenians. Les Fenians, puis l'Angleterre aussi, la milice, il prend son mousquet, puis il coupe la fin de canon. Oui. Ça, puis il construit une section que tu peux ouvrir, puis mettre ta balle dans le bout de canon. Donc, c'est les anciens mousquets, mais modifiés pour pouvoir tirer des cartouches. Oui, parce qu'en Angleterre, puis les États-Unis aussi, il y avait des millions des mousquets, puis c'est un grand changement, puis il essaie de sauver de l'argent, puis il fait une conversion de tirer les balles. Mais maintenant, Ross, on a parlé de l'armée canadienne. L'armée, ça, tout le monde sait ce que c'est. Il y a cette milice qui est dirigée par, on l'a vu, des capitaines locaux. On a parlé du capitaine Jameson, puis il y a aussi Horatio Sigsbee à Saint-Armand. Mais il y a un troisième groupe. Et là, moi, je suis complètement mêlé. Vous allez m'aider à démêler tout ça. Oui, je vois que vous êtes en train de vous transformer, Ross. Voici, vous étiez le citoyen Ross Jones jusque-là, mais maintenant, vous faites partie avec cette écharpe rouge d'un groupe qu'on appelle les
Home Guards, je pense, qui s'appellent eux-mêmes les Home Guards et qui, pour se reconnaître entre eux, les Home Guards, et qui, pour se reconnaître entre eux sur le champ de bataille, pour pas se tirer les uns les autres, ont des écharpes rouges comme celles que vous avez. On voit à l'écran un monsieur qui est quand même bien connu de vous et qui porte lui aussi une écharpe rouge. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, les Home Guards? Ça, c'est Asa Westover dans la photo. Lui était le capitaine des Home Guards. C'était Asa Westover habite à quel endroit? À Dunham. Dans le comté de Dunham, il y a à peu près 2000 de Frelighsburg. Il est bien proche de Frelighsburg, proche de Eccles Hill, mais c'est dans Dunham. Sur le territoire de Dunham. Donc, c'est un type du comté de Missisquoi. C'est un de nos hommes, ça. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur Westover, qu'est-ce qu'il fait avec son écharpe rouge, là, et ses Home Guards? Ouais. En 1866, quand l'armée retraitée à Saint-Jean, à Saint-Alexandre, vers Saint-Jean, il laissait tout le monde sans protection. Puis Asa, puis les autres. Ça, c'est ce que Laurent nous a raconté. On avait pris la milice, on l'avait enlevée pour protéger Saint-Jean. Oui, puis il dit que ça n'arrive pas une autre fois, parce que dans 1866, le monde dans la région, il n'y avait pas beaucoup de désarmes. C'était des loyalistes, puis il y a beaucoup des hommes, il y en a encore les vieilles mousquets à Silex, des grands-pères qui étaient dans la guerre d'indépendance contre l'Amérique. Ross, c'est des fusils, des pétoires, des fusils qui ont 100 ans à ce moment-là. Ouais. Puis, oui, celui-là, il a 100 ans vieux. Puis, il marche très mal, c'est pas fort, puis c'est pas de précision. Et c'est avec ça que les fermiers des alentours espèrent arrêter les Fenians. Asa Westover lui-même a eu des problèmes avec les Fenians en 1866. Et des Fenians sont arrivés chez lui, ont exigé de la nourriture, etc. Il a fait, oui, d'accord. Il les a nourris, mais il s'est dit, vous autres, je ne vous oublie pas. Et il les a pas oubliés. C'est un des fondateurs de ce groupe qu'on appelle les Red Sashes ou les Home Guards. Oui. Puis, il commence avec à peu près 15 hommes pour commencer. Puis après ça continue d'élargir parce qu'avec la traite des Fenians qui reviennent, tout le monde commence à avoir peur. Puis il décide qu'il a besoin des armes. Alors eux, ils se disent, peu importe ce qui arrive à la milice, si la milice est obligée, comme la dernière fois, de retraiter vers Saint-Jean, nous, on reste là et on défend nos fermes nous-mêmes. Oui, oh oui. On ne trace pas l'armée, la milice, personne. On va faire ça nous seuls. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui. Puis le groupe a choisi Asa Westover puis James Pell. Il a envoyé dans le Connecticut puis Massachusetts pour chercher Nouvelle-Angleterre, oui. une arme pour le groupe. Oui, parce que jusque-là, ils sont comme les autres. Ils sont avec leurs vieux fusils pour chasser les lapins que leur grand-père avait à la guerre d'indépendance américaine. Oui, puis ça ne marchera pas contre les Fenians. Non, certainement pas. Alors, ils vont aller aux États-Unis chercher une arme qui conviendrait mieux. Et qu'est-ce que c'est que cette arme qui convient mieux? Ça, il a choisi le Ballard carabine avec un canon de 30 pouces de long, puis ça tire on voit qu'il y a un écran plein de fusils Ballards. Oui, parce que le Ballard en haut, c'est l'arme que Asa a acheté la première, mais j'ai trouvé d'autres modèles dans les photos, les vieilles photos avec des chapes rouges. Puis il y avait plusieurs sortes de Ballard dans la groupe. Parce que le Ballard en haut que Asa il veut,
c'est une ballard de 38 piastres. Ça, c'est très, très dispendieux pour le monde dans la région. J'ai fait des recherches, Ross, parce qu'on s'est parlé, vous et moi, avant ce matin. Vous m'avez dit que ça coûtait 40 $ à peu près. Et d'après le site web de la Banque du Canada, 40 $ de l'époque ou 38 $ de l'époque, c'est quelque chose comme 700 ou 800 $ de nos dollars d'aujourd'hui. Oui, ça, c'est beaucoup d'argent pour du monde. Peut-être pas pour Asa, parce qu'Asa, il a acheté 2 carabines. Je sais qu'il en a acheté 2 ballards. Probablement, il a donné une à son neveu ou quelqu'un d'autre. Mais pour le monde normal, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est des armes qui se chargent par la culasse et non pas par le canon. Hein? Puis ça prend une cartouche de 44 calibres. C'est pas une 44 Magnum comme Dirty Harry. C'est une 44 minimum en poudre noire. OK. Puis, Oui, mais ça peut quand même arrêter un Fenian tout de suite. C'est très dangereux, ça. Oui, c'est dangereux, mais à longue distance. Ça, c'est à côté. Ça, c'est la balle de Fenian. Oui, oui. Puis, c'est pas vraiment gros comparé à la balle de Fenian. Je comprends. Maintenant, voici nos écharpes rouges armées. On sait que les miliciens sont également sur place tout le long de la frontière. Et le 23 mai ou le 22 mai, vous me corrigerez, Ross, si je me trompe, je pense que c'est le 23 mai, il y a un monsieur Solomon Nelson Hunter, le bien nommé, qui va avoir une grosse journée. Monsieur Hunter, parlez-nous un peu de lui, Ross. Lui, il restait à Frelighsburg, mais avant, il est resté dans Vermont. Il est né au Vermont et oui. Maintenant, il a fait comme beaucoup il a déménagé chez nous. Et qu'est-ce qu'il fait ce jour-là, lui? Well, lui, il était capable de voyager partout d'un bord de la frontière à l'autre. Puis il connaît tout le monde. Puis il était dans la bonne situation de faire un espion sur les Fenians. Puis il veut que... Il n'est pas un espion pour les Fenians. Il va être un espion des Fenians. Des Fenians. Oui. Il veut qu'il commence à avoir des chariots des armes qui s'en viennent à Franklin, des hommes. Puis il a retourné, puis il dit ça à Asa Westover. Puis Asa Westover, il dit ça à Colonel Chamberlain. Mais Chamberlain, il dit, on n'est pas sûr. Oui. Asa Westover est mis au courant par son espion, M. Hunter, qui lui dit, mon vieux, les armes convergent sur Franklin, Vermont, c'est des Fenians, et ils s'en vont pas cueillir les framboises, ils vont nous attaquer. Et Asa Westover et quelques autres essaient d'envoyer un télégramme. J'imagine toujours le télégramme au colonel Chamberlain. Et vous dites que au début, Chamberlain n'a pas une réaction très, très forte. Non, il ne croit pas. Puis, comme ça, M. Hunter, il a fait un autre voyage. Puis cette fois, il veut qu'il y avait à peu près 80 à 90 chariots des armes. Ça veut dire, Ross, ça veut dire combien d'armes? Well, les Fenians ont acheté 7000 armes, puis il y avait plusieurs mille des armes, puis des cartouches. Ça, ces gens-là sont sérieux, là? Oui, très sérieux. Puis il y avait des Fenians qui s'en viennent de St. Albans, puis arrivent à Franklin. Puis il y avait des informations que peut-être il va y avoir 2000 à 3000 Fenians pour l'attaque au Canada. Ça, c'est très, très, très sérieux. Et Hunter et Westover et les écharpes rouges sont les premiers avertis. Oui. Puis comme ça, cette fois, Chamberlain, on a croit lui, puis il dit on s'en vient. Mais il dit à Asa Westover de prendre une position sur la frontière avant le milice arrive.
Puis, il y avait la milice de la région, de 60 Missisquoi. Il y avait des compagnies de Missisquoi. C'est ça, il faut dire, oui, il faut dire à nos spectateurs, à nos auditeurs, que toutes ces milices forment ensemble le 60e bataillon de Missisquoi et que le colonel de ça, c'est justement le colonel Chamberlain, qui est aussi membre du Parlement. Oui, oui. Puis il y avait de la milice de l'autre région. Il était stationné à Frelighsburg, le 52e de Brome. Il était au Frelighsburg. Il y avait des compagnies de Abercorn, Sutton, Brome, Waterloo, Granby. Oh. Lui, il était dans la ville de Frelighsburg au cas que les Fenians approchent sur Frelighsburg aussi. Mais Asa Westover, il savait que c'est plus positif qu'il s'en vient à Eccles Hill. Ça, c'est le type qui connaît très bien la région et qui se dit, moi, si je voulais envahir la région de Missisquoi, c'est sur le chemin Eccles Hill. On va voir d'ailleurs la carte parce que ça va s'appeler la bataille d'Eccles Hill. Hein? Voilà, exactement. Merci, Mona. À tout le monde en parle, ça s'appelle Manon Pèse-sur-Piton, mais chez nous, ça s'appelle Mona Pèse-sur-Piton. C'est Mona Boulac qui est notre génie technique qui nous fait la mise en onde. Voici la carte de la bataille d'Eccles Hill et la bonne idée de Chamberlain et des écharpes rouges et de quelques-uns de la milice locale, c'est de se diriger vers le chemin. Le chemin Eccles Hill, vous le voyez en rose. C'est ce qui traverse l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche en rose. À droite, on est aux États-Unis. À gauche, on est au Canada. On est au Québec. Et donc, voilà nos Fenians qui arrivent de la droite et qui veulent entrer à gauche. Pouvez-vous nous placer un peu, Ross, où sont les défenseurs canadiens? Il y avait des milices qui étaient sur le haut de Eccles Hill. Ça, c'est sur les hauteurs de high ground. Hein? C'est militairement une bonne idée de prendre les hauteurs qui sont en bas à gauche. Oui, puis il y avait des home guards. Il a descendu le bas de la côte, à peu près 100 mètres de le chemin, puis sur le flanc, left flank. Sur le flanc gauche. Flanc de gauche des Fenians. Puis il était très, très proche parce que c'est dangereux, parce qu'il y avait en total, il y avait à peu près plus que 140 hommes dans le Missisquoi Home Guard, mais il est déplacé partout sur la frontière. Ah oui. Mais sur le Eccles Hill, il y avait à peu près 40, mais dans le temps quand les Fenians arrivent, il était tard le matin parce que tout le monde pense que il était supposé attaquer le 24 mai, la fête de la reine Victoria. Mais il y avait beaucoup de pluie, puis il a décidé d'attendre une autre journée. Mais, puis encore, il attend les Fenians qui s'en viennent de St. Albans. Puis les Fenians, il était à peu près 11 heures, il n'est pas attaqué encore. Puis le Home Guard, la moitié a reculé pour prendre le déjeuner ou dîner. Mm-hmm. Puis il laisse à peu près 25 gars. Et c'est à ce moment-là que l'attaque se déclenche. Oui. Puis il y avait juste 25 Home Guard, puis 20 milices. Bon, mais ces gens-là, les Home Guards, les écharpes rouges, sont armés du fusil Ballard. Et un fusil Ballard, ça tire quoi? Combien à la minute? Et le Ballard peut tirer à peu près 20 coups par minute. Et c'est avec ça qu'on les attend. Et il va y avoir l'ordre, quand on va les voir arriver, tout près de la frontière, sur la frontière, il va y avoir l'ordre de tirer. Oui, puis la milice aussi, il peut tirer à peu près 20 coups par minute. Et c'est donc tous ces gens-là qui tirent en même temps sur les Fenians. Sur les Fenians. Les Fenians étaient dans un colonne de 4
4 hommes de large, puis à peu près 100 verges de long. C'est presque comme le Square à Ridgeway. C'est une très belle cible, ça. C'est la cible parfaite. Ces gens-là ne peuvent pas se cacher. Aujourd'hui, il y a de la forêt dans ce coin-là, mais il n'y en avait pas à l'époque. On est presque sur des champs libres et c'est vraiment le tir au pigeon, encore une fois. Et là, il décime les Fenians. En tout cas, il les arrête. Oui. Le général des Fenians, c'est John O'Neill. Et comme tous les généraux, lui, il se dit, il faut que je puisse voir le champ de bataille. Et il cherche un endroit où il pourrait voir le champ de bataille et diriger ses troupes. Oui, il a choisi la maison de M. Alva Reichert. On la voit sur l'écran, hein, on voit la ferme d'Ava Reichert, juste en dessous du ruban rose qui est le chemin Eccles, oui. Oui, la maison est à peu près 40 verges de la frontière. Il y avait une bonne position pour voir la chambre de bataille. Puis il monte dans le deuxième étage, puis il était capable de voir tout ce qui arrive en avant de lui. Mais le M. Reichert est un homme très, très courageux parce qu'il décidait qu'il ne veut pas que le général O'Neill prenne sa maison parce qu'il fait une bonne target pour toutes les échappes rouges, les balles qui rentrent dans la maison. Il reste encore des balles dans la maison. Oh! Okay. Alors lui, il ne veut pas de général chez lui. Non. So, il montait puis il jette M. General O'Neill dehors. Puis après ça, il était arrêté par le marshal. Il y avait un représentant du gouvernement américain qui était là pour accueillir le général O'Neill et l'amener. Le général se fait arrêter sur le champ de bataille. Ça, c'est rare. C'est assez rare. Ouais. On ne voit pas ça souvent. C'est très embêtant pour les Fenians parce que là, il n'y a pas d'effet de surprise. On les attendait. 2, ils n'ont plus de généraux. 3, l'armement qu'on leur oppose est efficace. Et il va éventuellement y avoir, d'abord, ils sont arrêtés, ils sont fixés là, et il va y avoir du renfort qui va finir par arriver de notre côté. Ross, le même jour, je pense. Oui. Tu parles pour les armes des Fenians? Non, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu des renforts qui sont arrivés du côté canadien. Oh oui, excuse-moi. Non, c'est bon. Il y avait beaucoup de renforts qui s'en viennent, les Victoria Rifles, la cavalerie de Montréal, les Royal Guild, puis plus des autres milices qui s'en viennent. Puis il y avait à peu près 400 hommes dans le côté de Eccles. Et on peut dire qu'à partir d'un certain moment, les Fenians ont compris que là, ça ne pouvait pas passer et ils se sont rendus. Je pense qu'il y a eu un drapeau blanc et on a arrêté. Et on peut parler de la victoire d'Eccles Hill grâce à la milice et grâce à ceux que vous appelez les vieux grincheux, Ross, les grumpy old men, qui avaient décidé de défendre eux-mêmes leur région. Oui. Ça pourrait se terminer comme ça, mais j'ai une dernière question pour vous, Ross, parce que je sais qu'amateur d'armes comme vous l'êtes et que vous connaissez les armes anciennes, vous avez une théorie. C'est pas un fait certain, on pourrait discuter de ça, mais vous avez tout de même une théorie sur un des problèmes supplémentaires qu'avaient les Fenians, en plus de ne pas avoir l'effet de surprise, en plus de perdre leur général O'Neill, qui se fait mettre dehors et puis qui se fait arrêter par le marshal américain. Il y a un autre problème, c'est l'armement des Fenians, d'après vous. Oui, j'avais la bonne chance d'examiner plusieurs armes Fenians pour nettoyer pour les musées dans mon collection aussi. Puis chaque fois que j'ai trouvé quelque chose quand j'ai joué avec, c'est une arme qui était convertie aussi, mais pas comme les armes britanniques. Ça, c'est une arme américaine. Quand tu ouvres la porte pour mettre un cartouche, tu vas prendre une qui n'est pas chargée, tu mets ton cartouche, il y a un extracteur qui rentre, qui prend pour sortir la cartouche quand c'est tiré. Une fois qu'on l'a tiré? Oui. Celle-là, l'extracteur est cassé, mais quand
ça arrive souvent quand j'ai mis une cartouche, il dépasse l'extracteur, puis quand tu es prêt à fermer l'action pour tirer, il ne ferme pas. Il est jammé. Parce que Alors la cartouche dépasse. Puis j'ai essayé. OK. OK. Votre théorie, c'est qu'au fond, les Fenians avaient un problème d'armement. Il y avait un défaut. Ils s'enrayaient après avoir tiré une fois ou deux et que ça a pu être un facteur qui vient s'ajouter pour expliquer la défaite des Fenians. Oui, je pense que oui, parce que j'ai fait beaucoup des essais avec toutes sortes de balles qui rentrent dans la carabine, puis ça arrive avec toutes les sortes de balles. Ça arrive souvent, puis je suis sûr qu'un Irlandais n'a pas peur de personne. Et c'est pas pour ça qu'il a décidé de quitter la chambre de bataille. Il était fâché contre son arme. Et, probablement, il jette ça puis il dit I'm out of here. Ben, Ross Jones, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous remercie beaucoup au nom de tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Avant qu'on se quitte, il va y avoir une période de questions, hein, mesdames, messieurs. Vous allez être invités à poser vos questions, mais je dois aussi remercier, bien sûr, le Québec Anglophone Heritage Network, le secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, le musée du comté de Missisquoi à Stanbridge East, où je me trouve aussi. Je remercie Laurent Busseau et Ross Jones d'avoir été avec moi ce matin. Je remercie Mona Beaulac qui s'occupe de la mise en onde. Mesdames, messieurs, si vous voulez poser des questions à nos experts, ça serait le bon moment